Bonjour Anne-Marie Goussard, consul honoraire de Lituanie à Troyes et présidente de la coordination France-Lituanie. Comment vous êtes devenue coordinatrice et consul honoraire? Comment s'est passée cette première rencontre avec la Lituanie? Est-ce que vous vous souvenez? Ah très bien. En décembre 90, il y avait une conférence de l'OSCE à Paris et Gorbatchev avait demandé à Dumas, ministre des Affaires étrangères, de chasser les Baltes. Et comme j'organisais à ce moment-là la Semaine de la Liberté à Troyes, j'ai invité les Baltes à venir à Troyes, puisqu'ils ne pouvaient pas parler à Paris, ils sont venus chez moi. Et quand le 13 janvier, il y a eu les événements que l'on sait avec les troupes soviétiques qui ont marché sur la foule autour de la télé, etc., tous les gens qui avaient rencontré des Baltes et des Lituaniens en particulier m'ont dit on y va. Et on est parti. Et comme avec Pierre Minondio, on était dans les premiers, on s'est retrouvés avec en charge un vrai travail de coordination. Et d'où cette idée de coordonner toutes les activités des associations qui naissaient un peu partout, de solidarité qui naissaient partout en France, Alsace-Lituanie, Bretagne-Lituanie, Bourgogne-Lituanie, dans l'ordre alphabétique, associations régionales, associations thématiques, plus humanitaires, plus religieuses, plus culturelles, plus les scouts, je dirais que c'était un foisonnement de soutien à la Lituanie. Et puis quelques années après, l'ambassadeur de Lituanie en France, qui était Astas Kaskirite, m'appelle en me disant « Tu es consul de facto, il serait temps que tu le deviennes de jure ». Elle ne me l'aurait pas demandé en latin, j'aurais pas accepté, mais comme c'était demandé en latin, j'ai accepté. Et depuis des années, Anne-Marie, vous êtes là pour faire comprendre pour les Français qu'est-ce que se passe en Lituanie, pour les Lituaniens aussi, pour les aider à intégrer différentes institutions et sa place sur la carte européenne, mondiale, dans tous les domaines. D'où vient cette force, cette volonté d'aider ce pays? Ça vient de la Lituanie, je me suis fait piéger comme tout le monde. Hein. Je dis toujours qu'il n'y a pas d'antidote. Une fois qu'on se fait piquer, c'est trop tard. Donc je me suis fait avoir par la Lituanie et je ne suis pas arrivée à me soigner. Et puis les Lituaniens nous ont sollicité pour plein de choses extrêmement différentes, depuis la formation de l'armée aux arts martiaux, en passant par la rédaction de la Constitution, jusque à la structuration de l'industrie pharmaceutique, en passant par notamment, et c'est d'actualité, les questions énergétiques. Il se trouve que c'est ma spécialité et que j'ai accompagné cette démarche dès 91. D'ailleurs, on a aujourd'hui un jour particulier, le 9 février, puisque c'est aujourd'hui que les pays baltes non pas sont interconnectés, puisqu'ils étaient déjà interconnectés physiquement, mais se synchronisent avec l'Union européenne et quittent la plaque qu'on appelle Brel, qui était Bélarus, Russie, etc. Donc, et tout l'accompagnement qu'on a fait, d'abord au niveau des programmations, puis ensuite de la mise en œuvre, ça a été de dire l'objectif numéro 1, c'est l'indépendance. Parce que les Lituaniens savaient ce que c'est qu'être dépendant de la Russie. Les jours où il y avait des manifs, il n'y avait pas d'eau chaude. Hein. L'indépendance énergétique, c'est un truc qui est concret. C'est pas un truc d'intello qui font des articles dans le monde. C'est vraiment un truc. On refuse la mainmise de Moscou et on n'a plus de chauffage et on n'a plus d'eau chaude. Donc c'est très très concret. Donc la première, ça a été sur le gaz. Il fallait sortir de la logique des tuyaux pour aller vers celle des bateaux. Et donc ça a été le GNL, le gaz naturel liquéfié, et le terminal qui a été construit à Klaipėda, qui s'appelle Indépendance, au moins c'est clair, pour ceux qui n'auraient pas compris, ça l'est. Et donc c'est déjà été l'indépendance vis-à-vis du gaz russe. Et ça c'était extrêmement, ça veut dire que les Lituaniens peuvent acheter le gaz où ils veulent, en Afrique, aux États-Unis, pourquoi pas aussi d'ailleurs, pas depuis la guerre, depuis l'invasion de l'Ukraine, il n'en est même pas en rêve. Donc on devient indépendant du gaz. Pour l'électricité, il fallait des interconnexions qui concernaient tous les pays baltes, d'abord entre l'Estonie et la Finlande, entre la Lettonie et la Suède, et puis entre la Lituanie et la Pologne. Donc ça, on a créé un lien avec ce qu'on appelle la plaque énergétique, la plaque électrique européenne, mais il y avait des questions de fréquence. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais donc il fallait qu'on ait sur les mêmes fréquences. Et donc c'est aujourd'hui, 9 février, que l'interconnexion se fait avec une attention toute particulière à ce qui se passe en mer Baltique. On a plein de câbles internet et électriques dans la mer Baltique. La mer Baltique, elle n'est pas profonde. Et il y a quand même toujours des bateaux qui raclent avec des ancres qui ont 50 mètres de câble, quoi. Enfin, bien sûr, évidemment, on y pensait aussi. Et donc aujourd'hui, pour ce passage, il y a une veille qui a été très faite sur la mer Baltique, mais il y a aussi un arsenal technique qui permettrait, si il y avait un incident en mer Baltique et on
peut ne pas exclure une provocation qui permettrait de compenser les interconnexions par de la production locale. Donc de toute façon, à partir d'aujourd'hui, on est indépendant électriquement, comme on l'est depuis 10 ans au niveau du gaz. Et en plus, pour la Lituanie, c'est vraiment être raccroché physiquement à l'Europe. C'est-à-dire que ce câble, il est extrêmement important parce qu'il nous raccroche physiquement à l'Europe. Donc maintenant, il n'y a plus aucun lien avec la Russie. Et la Lituanie est vraiment revenue en Europe, donc elle n'aura jamais dû quitter. Vous deviez être très très fière et contente de ce... J'avoue, alors on le doit beaucoup, notamment au dernier ministre de l'énergie qui était Nuskrevis, qui a beaucoup accompagné ça et qui a aussi développé tout ce qui est énergie renouvelable, qui a aussi développé tout ce qui est stockage, parce que ça c'est quelque chose qui est extrêmement important dans une situation comme est la nôtre, celle de la Lituanie. Donc il y a tout un travail qui a été fait et qui va ancrer dans la durée cette stabilité électrique. Donc oui, on n'est pas peu fiers quand même. Coordination France-Lituanie n'oublie pas les pays voisins aussi qui rêvent de liberté, qui ont entamé ce chemin de liberté et vous essayez toujours montrer pour tout le monde que les autres pays peuvent aussi peut-être y arriver. Oui, donc il y a plus de 10 ans, avec l'initiative de la coordination, s'est créé un truc qui s'appelle Europe Unie, qui fédère autour d'un repas mensuel, donc sans statut, sans rien, toutes les communautés, groupes d'amitié entre les pays d'Europe centrale, orientale et septentrionale et la France. Et on s'est toujours dit, le jour où il y en a un qui sera en difficulté, on sera là, on sera solidaire. Donc il y a eu le Bélarus. Et la Lituanie quand même se fait la spécialité d'accueillir tous les gens qui se battent pour la liberté. Quand on accueille Svetlana Tikhanovskaya, c'est bien ça. Bon, ensuite il y a eu l'Ukraine et là il y a un travail formidable qui est fait par la Lituanie pour soutenir l'Ukraine au niveau matériel, au niveau des blessés, au niveau de la formation, au niveau à tous les niveaux. Et puis la Géorgie, puisque dans notre équipe on avait Salomé Zourabichvili qui est la présidente géorgienne. Donc son frère sera remplacé demain, mais il reste toujours très proche. Donc on a décidé clairement de manifester notre soutien à tous ceux qui veulent revenir en Europe, tous ceux qui se battent pour la démocratie, contre les tentatives de les en empêcher. Et Dieu sait qu'elles sont nombreuses, fortes, importantes. Donc la solidarité entre les gens qui croient en l'Europe, qui croient en la liberté, elle est extrêmement importante et on ne doit pas les laisser tomber. Demain, on invite les Ukrainiens et les Géorgiens à notre Assemblée générale. Et pour la coordination France-Lituanie, comment vous voyez le futur, comment vous voyez la progression, parce que la Lituanie a changé depuis 35 ans. C'est une des questions qui va se poser demain, qui sera à l'ordre du jour de demain, donc je ne vais pas dévoiler. Aujourd'hui, le rôle de coordination n'a plus de sens réellement. C'est plutôt une communauté, un groupe d'amitié, parce que d'abord, la Lituanie n'a plus besoin d'aide humanitaire, c'est elle qui en donne et c'est elle qui en apporte, et on en est très fiers. La coordination de l'information, etc., aujourd'hui, elle est faite à travers les réseaux sociaux, etc., et donc on doit changer de mission, et notre mission, c'est peut-être aussi de travailler avec les autres, comme on l'a indiqué avant, pour pouvoir accompagner ceux qui font le chemin que nous, on a fait il y a 30 ans, pour pouvoir les aider avec notre expérience, avec notre énergie, avec nos convictions. Donc on est sur une réflexion sur la façon dont on doit évoluer au service des autres. Il y a été aussi plusieurs livres qui ont apparu, qui ont été édités, et existe aussi revue de presse qui est vraiment, c'est pas inodin, mais c'est vous, Anne-Marie, qui vous faites ça, mais c'est très très important et c'est tellement riche d'informations pour tous ceux qui suivent les événements dans tous ces pays. Oui, donc c'est un travail de veille, mais qui est diffusé à plusieurs milliers de personnes une fois par semaine. Donc c'est ce que j'appelle ma corde à la patte. Chacun prend la corde à la patte qui peut. Mais bon, quand c'est pas lundi, ça sort mardi. On va pas non plus exagérer. Donc, mais c'est quand même une veille. Et cette veille sur la Lituanie, elle s'élargit évidemment aux pays qu'on a évoqués, à l'Ukraine, à la Bélarus, etc., et à l'ensemble des pays baltes.
Et puis on a sorti 2 livres, l'un en 2013 qui s'appelait Lituanie, j'écris ton nom, parce qu'on pense que la Lituanie c'est l'autre nom de la liberté et qui explique pourquoi nous, membres de la coordination, on s'est fait avoir par la Lituanie, comme je l'ai indiqué avant. Et puis le deuxième c'est Lituanien, j'écris ton nom, parce que derrière cette histoire d'amour, il y a des personnages, des Lituaniens qui nous ont marqués et qui ont joué un rôle important dans la relation entre la France et la Lituanie. On voulait les mettre à l'honneur. Et d'ailleurs, on va les présenter à l'occasion du mois de la francophonie au mois de mars avec Pierre Minanzio à Kaunas pour avoir un débat sur en fait, qu'est-ce qui fait que Lituaniens et Français sont aussi proches culturellement? Pourquoi ces Astérix du Nord ont beaucoup à dire aux Astérix de l'Ouest? Et donc, on va travailler sur ce qui nous rassemble. Vous, personnellement, Anne-Marie, vous vous êtes intéressée à différents pays, vous avez fait plusieurs actions, plusieurs voyages, plusieurs projets. Et la Lituanie, quand même, elle a pris plus de place. Vous savez pourquoi? Je parlais de cette proximité culturelle. On rit des mêmes choses, on pleure des mêmes choses. Il y a une vraie proximité culturelle entre nos deux pays. Et puis ça s'explique pas. Je raconte toujours que quand on va à Kaunas avec des Troyens et qu'on va en descend de la place de la mairie vers la chapelle Vytautas, il y a toujours un Troyen qui me dit on se croirait à la maison. Architecturalement, ça ressemble à pas du tout. Et pour autant, l'histoire nous remonte par les pattes et par les pieds parce que les marchands de Kaunas venaient aux foires de Champagne à Troyes au XIIe et XIIIe siècle parce que Napoléon est passé par là et Napoléon, c'est nous qui l'avons formé parce que voilà et cette histoire, elle nous remonte par les pieds. Je ne sais pas l'expliquer, mais je peux le prouver. Et on voit votre engagement personnel. Quelles idées encore viennent aujourd'hui? Quels projets vous voudriez encore réaliser entre la Lituanie et la France? Est-ce qu'il y a encore les thèmes, les idées qui vous semblent assez importantes? Alors, la partie humanitaire, c'est fini, et bien fini, et heureusement. Je crois qu'il y a deux points majeurs. Ça va être... un point majeur, il ne faut pas tourner autour, ça va être celui de la défense européenne. Aujourd'hui, l'Europe se trouve dans une situation extrêmement complexe. Aujourd'hui, on n'est pas sûr de pouvoir compter sur les États-Unis, mais on n'était déjà pas sûr de pouvoir compter sur l'OTAN parce que la Hongrie, parce que la Turquie et le déclenchement d'un article 5 pour venir à l'aide d'un État en détresse, en difficulté, devant être décidé à l'humanité, c'est pas compliqué. Donc aujourd'hui, il faut, et la Lituanie l'a fait, beaucoup d'accords bilatéraux qui permettent d'actionner ces accords bilatéraux avant d'actionner éventuellement un article 5 de l'OTAN. Mais en même temps, dans cette situation qui est complexe, je pense qu'il y a aussi des choses positives. La présidence polonaise de l'Union européenne est une bonne chose. Et en 2026, ça sera la présidence lituanienne de l'Union européenne. Et puis, on a 2 commissaires européens exceptionnels. On a Kaja Kallas, l'Estonienne, qui est aux affaires étrangères, et on a Kubilius, qui est à la défense. Ce sont des Baltes. Ils savent parfaitement où sont les menaces. Ils savent parfaitement ceux qui sont en face ne connaissent que la force. Et donc on est aussi dans cette période difficile à un moment clé où les Baltes et les Polonais peuvent jouer un rôle majeur et positif pour la paix en Europe de façon durable, construction d'une Europe de la défense. Et si on peut contribuer à ça, ça serait pas mal. Maintenant qu'on a géré l'électricité, on attaque la défense. Bien, mais merci beaucoup pour votre témoignage. Peut-être vous avez encore des livres en préparation sur tous ces aventures, projets que vous avez menés pendant toutes ces années. Alors, pas immédiatement, mais il y a des choses qui mijotent. En gros, à la demande générale, il faut que je fasse écrire Pierre Minanzio. C'est ça le projet numéro 1. Voilà, donc je pense que je vais le faire écrire. Enfin, ou je vais le faire parler et puis j'écrirai.